Toshiba Tech Europe Imaging System, donc effectivement filiale d'un grand groupe multinational. On va retrouver un certain nombre de points communs en fait avec la présentation que nous a faite Monsieur Ducubert là, de Nutri7, même si on n'a pas du tout le même objet social, bien évidemment. Donc une présentation que je vais vous faire en essayant de raconter en fait un petit peu une histoire, l'histoire du site de Toshiba Tech Europe à Dieppe. Et qui se passe, on va dire, en trois étapes essentiellement. Donc nous avons démarré effectivement notre activité, première analogie, en 1986. Voilà, même année que Nutri7 ici. Donc 1986 sur une activité historique d'assemblage de photocopieurs, dans un contexte mondial où en fait l'Europe appliquait des taxes anti-dumping sur les produits en provenance d'Asie. Et donc, il était important pour les entreprises japonaises en particulier, fabricants de photocopieurs, de venir s'implanter en France ou en Europe. Donc, Toshiba n'a pas dérogé à la règle. C'est dans les années 80, en fait, que énormément d'entreprises japonaises sont venues investir sur le sol européen du fait de ces taxes anti-dumping. Et là, l'enjeu, c'était de pouvoir... ce qu'on appelle dans notre jargon localiser en fait le plus de pièces possible pour arriver à accéder à au moins 40% de part de valeur ajoutée dans nos productions et répondre ainsi aux exigences européennes. Donc il était extrêmement important pour nous de développer tout un réseau de sous-traitance locale pour fabriquer nos pièces, que ce soit en tôlerie, injection plastique, électronique, câblage, etc. Et c'est une période que je qualifie, moi, de mondialisation positive, en fait, où on a pu bénéficier de véritables apports de savoir-faire, apports de technologie, au-delà des investissements, effectivement, faits par les entreprises japonaises sur notre sol. Cette mondialisation positive, elle s'est traduite à sur plusieurs axes. Donc, d'une part, effectivement, sur les aspects technologiques, qu'il a fallu acquérir en interne chez nous, former nos opérateurs, impliquer ensuite nos opérateurs dans la conduite des démarches de progrès, puisque qui dit entreprise japonaise dit culture forte de la démarche du progrès, avec mise en place de toutes sortes de méthodes de travail japonaises issues de Toyota, notamment le Toyota System, donc avec les 5S, la totale productivité, le Kaizen, etc. Donc on est passé vraiment par toutes ces étapes de démarche de progrès qu'on a inculqué, développé avec nos propres opérateurs. Et puis à un moment, on s'est dit que la performance de l'usine, elle passait aussi par la performance de nos sous-traitants. Et donc il a fallu qu'on intègre nos sous-traitants dans ces démarches de progrès. Et on a constitué en fait en 1994, donc finalement assez tôt dans la vie de l'entreprise, une association avec nos principaux sous-traitants partenaires. Cette association consistant en fait à œuvrer ensemble pour développer nos activités mutuelles, développer nos chiffres d'affaires, fiabiliser nos qualités, nos productivités. Et c'est passé par exemple par une école des fournisseurs, donc ce qu'on a appelé PARI, un programme d'amélioration de nos ressources industrielles. Cette école de fournisseurs consistant en fait à avoir des sessions avec une dizaine de personnes, toujours un opérateur, un agent de maîtrise ou un opérateur, un manager de nos sous-traitants. Et ce sont des opérateurs chez nous qui expliquaient à ces tandems ce que nous mettions en place dans nos ateliers, que ce soit en termes de communication visuelle, en termes de gestion de la qualité, en termes de rôle à chacun, de maintenance préventive, etc. Et donc c'est par l'exemple de nos opérateurs qu'on a inculqué à nos sous-traitants, à nos fournisseurs, effectivement, ces retours d'expérience et ces savoir-faire. Donc ça a été une expérience assez extraordinaire qui nous a emmené ensuite à organiser avec nos sous-traitants donc toute notre supply chain en fait, toute notre chaîne d'approvisionnement en mettant en place dès 2002 un site web sur lequel on affichait pour nos sous-traitants quels étaient nos besoins en production semaine par semaine et à quel rythme il fallait qu'ils nous livrent les pièces. C'est-à-dire qu'on n'avait plus à se préoccuper de passer des commandes avec des avenants de commandes, correction de quantité, correction de date de livraison, etc., où c'était un vrai casse-tête tous les jours, ou en fait une commande ouverte pour 6 mois, et puis simplement dire aux sous-traitants, tu nous livres au rythme que tu veux. La seule chose, c'est que quand tu regardes sur le site web tous les jours, là, il ne faut pas allumer de case en rouge. Si une case s'allume en orange ou en rouge, c'est qu'on va manquer de pièces, donc il faut que tu nous livres avant.
Et ça a été une vraie révolution dans la façon de gérer nos approvisionnements, puisqu'en fait, ça permettait à nous de simplifier toute la partie appro, aux sous-traitants de pouvoir organiser en fait ces livraisons en fonction de ses propres contraintes et non pas des nôtres. Donc gros progrès dans ce domaine-là. Est arrivée ensuite la période un peu plus difficile. Alors dans toute cette période, en fait, 86-2001, on va dire, on a développé vraiment le site sur les activités d'assemblage, sur l'investissement dans des lignes de production de tonnerre, d'encre tonnerre, et sur des activités logistiques. Donc vraiment un développement de l'activité du site à ce moment-là. Et puis 2001, retournement de situation, la Chine entre dans l'organisation du commerce. Tous les Japonais s'orientent alors comme un seul homme vers ce que doit être l'immense marché chinois, installent les usines là-bas. Et bien sûr, à partir de là, ça devient un peu préoccupant pour nous, puisque progressivement, on commence à voir que les nouveaux modèles de machines vont être produits plutôt en Chine que chez nous. Et donc, il a fallu se remettre profondément en question. Cette remise en question, elle est passée par essayer de basculer, en fait, de transformer notre activité d'assemblage vers des activités de service à la logistique, service à valeur ajoutée, en fait, avec de la configuration individualisée de produits à la demande, où en fait aujourd'hui chaque copieur livré en France passe par nos mains, est complètement configuré, y compris avec des applications logicielles, y compris avec le paramétrage des adresses IP du client, donc on est vraiment sur du très fin individualisé, et livré au client directement dans les 2 jours qui suivent le tombé de sa commande à notre centre logistique. Donc ce mode d'organisation ne s'est pas fait bien sûr du jour au lendemain, il y a eu toute une progression pour passer d'une planification en fait mensualisée avec des horizons 3 à 6 mois vers des livraisons à la semaine et pour aller ensuite vraiment jusqu'à la livraison au quotidien, jour par jour, de chaque commande sur l'ensemble de notre marché. Donc il a fallu transformer complètement notre modèle, aller vers beaucoup plus de flexibilité dans nos ateliers, faire évoluer les compétences de nos salariés, bien évidemment, dans ce domaine-là. Et puis, à partir de là, donc, on a pu faire face, résister en tout cas, et faire face à cette mondialisation qui, du coup, se retournait et entraînait des risques de délocalisation de nos activités. Alors, ça a été une période aussi où, forcément, on faisait moins appel à la sous-traitance, et donc une réflexion se posait de savoir, si on fait moins appel à la sous-traitance locale, quel rôle on peut encore jouer effectivement sur notre territoire auprès des acteurs économiques du territoire. Et donc, on a réfléchi à ce moment-là à la constitution de ce qu'on a appelé une grappe d'entreprise. Donc, une grappe d'entreprise, en fait, qui réunit une quinzaine d'entreprises différentes avec des compétences complémentaires et qui sont cette fois-ci, à la base, pas sous-traitants de Toshiba, qui sont des entreprises du territoire qu'on a réunies ensemble avec une volonté de travailler ensemble pour développer nos activités respectives. Alors cette grappe d'entreprise, elle s'appelle Vialog. On a commencé à y réfléchir dès 2007, on l'a créée en tant qu'association en 2009, avec des statuts très précis, des modes de fonctionnement très précis, où en fait on a un salarié de l'association qui est un responsable commercial et qui va jouer finalement le rôle d'apporteur d'affaires pour l'ensemble des entreprises membres. Ce rôle d'apporteur d'affaires, il peut être soit vis-à-vis d'une entreprise particulière, donc qui aura demandé au responsable commercial de cibler telle ou telle typologie de marché ou tel client, mais aussi et surtout, et ça devient beaucoup plus intéressant, c'est le fait de pouvoir faire travailler 3 ou 4 entreprises ensemble sur un projet client. Et donc, par ce biais-là, on peut réunir les compétences d'un sous-traitant en tôlerie, en peinture, en injection plastique, avec celles d'un intégrateur tel que Toshiba, de logisticiens, transporteurs, pour assurer en fait toute la chaîne de valeur ajoutée, sur toute la chaîne de valeur d'un produit en fait. On a développé ça. Au départ, c'était une démarche assez innovante quand même. On parle beaucoup de mode collaboratif en réseau d'entreprise aujourd'hui, mais bon, 2007-2009, c'était pas encore forcément le top. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que 10 ans après, on a un mode de fonctionnement qui marche très bien, qui est exemplaire,
où on apporte entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aux entreprises tous les ans, par ce biais-là. Et où, chose très intéressante, on est entré en contact avec un certain nombre de TPE ou de start-up qui ont développé un produit technologique, qui ont pensé un produit technologique, mais qui n'ont pas les moyens de le fabriquer. Et donc, on apporte, en fait, par le biais de Vialogue, toutes les compétences industrielles qui vont lui permettre, donc, d'une part, d'industrialiser son produit, puisque souvent, on a des startups qui viennent nous voir avec... on ne peut même pas parler de prototype, on va dire une maquette, et où il faut déjà faire comprendre à la startup, attends, ton produit, là, on ne peut pas le mettre sur le marché comme ça. Il va y avoir un certain nombre de qualifications normatives à faire, il va y avoir un certain nombre de contraintes à suivre. Et puis ensuite, il faut fiabiliser le produit. Donc ça passe par des étapes, maquette, prototypage, pré-série, etc. Donc faire comprendre tout ça à la startup d'un côté. Et puis en même temps, pouvoir s'adapter aussi nous-mêmes, adapter nos ressources, adapter les façons de fonctionner de nos équipes pour répondre aux besoins de la startup, qui elle n'a pas le temps, qui elle pendant tout ce temps-là, elle brûle du cash, et donc il faut aller vite. Donc il y a une inadéquation un petit peu entre ces deux contraintes-là. Et aujourd'hui, finalement, on a engagé ce type de partenariat avec 4 startups déjà, et on arrive à des vraies réussites. Je vais en citer une par exemple, donc on la voit beaucoup, elle est très active sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn actuellement. Il s'agit de GreenBig. Donc GreenBig, c'est une startup qu'on connaît, qu'on a suivie nous depuis 5-6 ans déjà, et qui aujourd'hui a développé donc un système de terminal de collecte pour récupérer les bouteilles plastiques dans les grandes surfaces. Et donc, vous amenez vos bouteilles plastiques, elles sont broyées sur place dans l'équipement, donc ça simplifie beaucoup la chaîne logistique ensuite pour recycler et revaloriser ces paillettes de plastique. Et en même temps, il y a une interface avec une dalle tactile en façade, interface avec le client, avec le public, l'utilisateur, qui peut lui permettre effectivement de bénéficier d'une consigne, donc 1 à 2 centimes par bouteille. Et cette consigne peut être capitalisée. L'utilisateur peut soit récupérer un ticket donc d'achat sur la surface, ou alors il peut faire don à une association. Donc il peut faire un don à une association humanitaire, par exemple. Et là, on se rejoint. Donc aujourd'hui, on est vraiment en pleine phase d'accroissement de la production, avec des objectifs forts pour déployer ces machines sur l'ensemble des grandes surfaces de nos territoires. Il y en a déjà certaines qui sont aujourd'hui déployées en Normandie, donc en phase de qualification. Donc voilà des exemples où on montre que finalement, on peut travailler sur un écosystème en alliant nos compétences. Alors j'aime à dire en fait que par le biais de la grappe d'entreprise Vialogue, Toshiba, grand groupe international, devient sous-traitant de start-up. Donc on renverse complètement le paradigme habituel, donneur d'ordre sous-traitant, en devenant nous-mêmes sous-traitants de start-up. Alors pour faire ça, c'est bien sûr pas évident. Je l'ai évoqué, il faut changer complètement nos modes de fonctionnement. On parlait tout à l'heure d'hyper-agilité. Alors moi, j'aime bien parler de mon côté d'hyper-flexibilité. L'hyper-flexibilité, pour moi, c'est à la fois la somme de la flexibilité dans les ateliers, dans les processus de fabrication, et c'est aussi l'agilité dans les modes d'organisation. Et là, on touche à quelque chose qui devient extrêmement important, c'est qu'il faut vraiment aujourd'hui, pour répondre à des besoins très fluctuants, le chaos de l'urgence, on a ces mêmes besoins très fluctuants quand on travaille avec nos startups. On doit d'abord s'adapter à faire des séries qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avant, sur une production planifiée. On va fabriquer 10 unités, 30 unités, avant de pouvoir passer en échelle de production. Et même quand on passe en échelle de production, ça n'a rien à voir avec les volumes qu'on traitait précédemment. Pour autant, la complexité, elle est là. Et il faut pouvoir traiter en même temps plusieurs projets, aussi complexes les uns que les autres, avec les contraintes fortes de l'urgence. La start-up n'a pas le temps. Et tout en répondant aux autres contraintes qui sont effectivement la fiabilité du produit, la qualification, etc. Et donc, il faut amener les équipes à penser autrement. Pourquoi il faut penser autrement ? Pourquoi il faut aujourd'hui mettre un peu son mouchoir dans la poche sur toutes les rigidités d'un grand groupe tel qu'on avait l'habitude de les pratiquer ?
et réfléchir nos process pour répondre plus vite, de façon plus agile, aux besoins de ces nouveaux clients, de ces clients d'un autre ordre qui parfois semblent venir d'une autre planète. Donc vraiment s'adapter là-dessus. Un gros travail, en fait, qu'il faut faire avec les équipes et qui nécessite parfois de profondes remises en question. Et là, on revient un petit peu sur la culture du progrès de l'entreprise, la culture du changement de l'entreprise qu'on a finalement toujours pratiquée. Tout au long de la vie de cette entreprise, finalement, on a su passer différentes phases avec des transformations nécessaires. Quelques transformations qu'on a subies quand il s'est agi de passer de l'assemblage vers les services. Ce n'était pas forcément un choix à l'origine, c'était pour résister à la délocalisation de nos activités d'assemblage. Quelques changements qu'on a voulu, notamment au travers de la transformation digitale de notre entreprise et de nos process. Alors cette transformation digitale, elle passe par différents aspects. Je disais en préambule, on a deux types d'activités finalement aujourd'hui. On a les services d'un côté et puis on continue à investir sur la production des tonnerres de l'autre. En termes de production tonnerre, on fournit tout le marché européen en cartouches, tels que vous les mettez dans vos photocopieurs. Et on exporte également nos tonnerres vers l'usine chinoise du groupe qui, elle, embouteille pour le marché asiatique. Donc on est aujourd'hui exportateur de tonnerres vers la Chine. Et ça représente pas loin de la moitié de la production de nos tonnerres quand même. Donc c'est très significatif. Et on a donc des modes de fonctionnement totalement différents. Le tonnerre, on est sur une industrie de process avec des gros investissements, avec beaucoup de machines, beaucoup d'équipements. Et donc là, on a mené des projets de Manufacturing Execution System, donc connecter l'ensemble de nos machines, de nos automates, pour récupérer de la donnée, faire de la collecte de données à un niveau de supervision qui permette d'afficher l'ensemble des fonctionnements ou des dysfonctionnements, des alarmes, etc., visible pour tous. Et puis, un deuxième niveau qui est en fait de faire de l'analyse ensuite sur toutes ces datas, donc du data analytics qui nous permettent de fiabiliser l'ensemble de nos process. Aujourd'hui, nos équipes nous disent, finalement, ça marche mieux quand on touche à rien. Et ça, c'est un fait en production. Quand on fait du stop and go et tout, on a toujours des problèmes. Quand on arrive à faire en sorte, par simplement des réglages très fins, à maintenir le fonctionnement tel qu'il est, en réagissant très finement à une variation de tendance pour la corriger aussitôt, par de très petits réglages ou de très petits ajustements, alors ça marche parfaitement et on a des gains immédiats. C'est inimaginable tout ce qu'on peut gagner quand on fait ça. Donc cette supervision du process au plus fin est une vraie avancée pour nous au niveau du tonnerre. Et là aujourd'hui, on est considéré comme top runner du groupe, puisqu'on a aujourd'hui pas moins d'une douzaine de Japonais à notre usine mère au Japon qui ont demandé des connexions sur notre système et qui vont tous les jours pratiquement vérifier qu'est-ce qui se passe, etc., qui de temps en temps nous posent des questions, ça c'est le revers de la médaille, du coup on s'attire beaucoup de questions, mais qui du coup voient effectivement les énormes progrès qu'on fait grâce à ça. Et alors de l'autre côté, sur les services, on est sur des activités beaucoup plus manuelles, où là on ne peut pas automatiser, et où en fait il faut impliquer les équipes dans l'ensemble des démarches qu'on met en œuvre. Cette implication des équipes, elle se fait aussi par ce que j'appelle une forme d'immersion digitale. Et donc il a fallu, avant de mettre des tablettes, ou des PC ou des tablettes à tous les postes opérateurs pour remplacer leur mode opératoire papier, etc., il a fallu travailler un petit peu contre les craintes de ces nouveaux outils et commencer par exemple par mettre un poste pilote, aménager ce poste pilote, faire passer tous nos opérateurs de configuration sur ce poste, requérir leur retour, leur demande d'aménagement, etc. Et une fois qu'ils sont tous passés là-dessus, que tout le monde était d'accord, hop, on a déployé les tablettes sur tous les postes de travail. Et là, aujourd'hui, quand on leur dit on te retire la tablette, il n'en est pas question, quoi. Ils ne veulent surtout pas revenir en arrière. On a fait de l'immersion digitale en installant ce qu'on appelait des web pauses. Donc, c'est-à-dire que sur nos espaces de pause, on a mis à disposition des PC, des tablettes en libre service pour l'ensemble de nos salariés. Ce qui fait que pendant leur pause, pendant la pause déjeuner ou n'importe, ils peuvent aller faire leurs propres travaux personnels, sortir leurs documents,
aller sur un site web, jouer à la limite, hein, mais au moins se familiariser aussi avec l'ensemble de ces outils. On a mis sur nos webposes des écrans muraux avec une chaîne télé intérieure, donc où sont diffusées l'ensemble des informations intéressantes, à la fois des informations RH, accueil de nouveaux arrivants, de nouveaux intérimaires ou stagiaires, etc. Des informations du CSE, sur ce qu'ils organisent, les ventes au personnel, et ainsi de suite. Et puis on essaye, alors on y affiche bien sûr les visiteurs, etc. Et on essaye de plus en plus de faire participer les salariés aussi à la chaîne en postant eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire partager, enfin de partager avec leurs collègues. Par exemple, alors c'est effectivement un peu entre parenthèses avec la crise actuelle, mais on est dans une association sportive, on a une rencontre de volley à tel endroit, et bien on le fait savoir, on le poste dessus, venez nous encourager, venez nous voir à tel endroit, on va jouer, etc. Et donc faire en sorte que la vie finalement extérieure à l'entreprise, la vie du citoyen, rentre dans l'entreprise, qu'on essaie de faire tomber les murs finalement entre la vie en entreprise et la vie extérieure, et de partager les compétences, les savoir-faire, les passions des uns et des autres. Donc tout ça pour arriver finalement à un but profond qui, à mon sens, est effectivement l'un des piliers essentiels de l'industrie du futur. Je vois, moi, pratiquement 4 piliers. L'un, c'est l'implication des personnes. Implication des personnes au sein de l'entreprise, dans toutes les démarches de progrès, dans toutes les démarches de transformation. Un deuxième qui est le travail en réseau d'entreprise. L'entreprise n'est pas seule, elle est dans son propre écosystème. Elle doit travailler avec ses fournisseurs, avec ses clients, travailler avec les clients pour apporter de la valeur ajoutée aux clients. Quels sont leurs besoins, leurs attentes, anticiper leurs besoins, leurs attentes pour apporter de nouvelles valeurs ajoutées et de nouvelles activités. Bien sûr, la responsabilité environnementale et sociétale qui est un curseur très important aujourd'hui sur l'ensemble de nos marchés. Quand on répond à des marchés publics aujourd'hui, cette question de la responsabilité environnementale et sociétale est pratiquement le critère numéro 1 maintenant. Et puis, et on y arrive effectivement, la technologie, le digital. Et je le mets volontairement en dernier parce que si on n'a pas travaillé profondément sur l'implication des personnes, on ne pourra pas faire coller ces nouveaux outils, ces nouveaux dispositifs et faire en sorte que les salariés se les approprient. D'où la formule que je propose ici, qui est de finalement faire de l'entreprise, faire de l'usine, un lien entre les personnes. Un lien entre les personnes à la fois en interne, parmi tous nos salariés, en les impliquant dans ces démarches. Un lien entre les personnes à l'extérieur de l'entreprise, avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, fournisseurs, clients, acteurs publics, acteurs économiques du territoire, réseau d'entreprises. Voilà à mon sens ce qu'est, ce que doit être, ce que sera l'industrie du futur. Merci beaucoup Alain Vernat.